Quel chapitre de fou, des révélations sur Harald, Loki, même sur le Haki des Rois, il y a énormément de choses à dire. Et mine de rien, il y a eu pas mal de théories validées. On en parle maintenant avec la partie 1, c'est parti. Dans cette partie, on va parler de l'importance du Haki des Rois. Et d'abord, on va parler de Gaban. En effet, dans le dernier chapitre, on va avoir Gaban qui va dire à Luffy comment vaincre les chevaliers divins. Et c'est bel et bien grâce au Haki des Rois, en se concentrant sur son Haki des Rois. Du coup, ça fait deux petites théories, j'ai envie de dire, validées, parce que ça, on en avait déjà parlé que le point faible des chevaliers divins était le Haki des Rois et que Gaban allait le dire à Luffy. Donc ça déjà ça fait un petit peu plaisir, mais c'est surtout ce que ça sous-entend qui fait encore plus plaisir, parce que bien évidemment on en parle déjà depuis quelques temps, mais si Gaban connaît le point faible des chevaliers divins, c'est qu'il a déjà dû en affronter quelques-uns, notamment sur God Valley. En effet, via le flashback de Kuma, on voit qu'il y avait Garling et d'autres chevaliers divins sur God Valley au moment de l'incident. Donc c'est totalement possible que Gaban en ait affronté certains, et même imaginer que Gaban ait tabassé Sommers, et que c'est pour ça, j'ai envie de dire, que Sommers a aussi peur de Gaban. Quand Sommers voit Gaban, Sommers est en transe. Donc, franchement, je trouverais ça très cool. Hâte de revoir un flashback sur God Valley en tout cas. Le deuxième point très important, c'est par rapport, j'ai envie de dire, au Haki des Rois. En effet, il y a une théorie qui circule avec le Haki des Rois, Nika, etc. Et je vais vous en donner ma version. Pour moi, Imu de base, vous le savez, était une divinité aux côtés de Nika. Sauf que potentiellement, elle a mangé un fruit interdit. Le premier fruit démoniaque. Vous savez, le fruit qu'il ne fallait pas toucher. À cause de ça, elle est passée de ange à démon, de divinité à démon. Et du coup, par rapport à tout ça, elle a dû affronter son plus fidèle compagnon, à savoir Nika. Et pour moi, du coup, le Haki des Rois était potentiellement, j'ai envie de dire, la technique spéciale, la volonté qui s'exprimait parmi les divinités. J'ai envie de dire, ce qui faisait en sorte que tu reconnaissais une personne quand c'était une divinité ou pas, c'était le Haki des Rois. Ce qui pourrait expliquer comment Imu a toujours son Haki des Rois, parce qu'en fait, avant c'était une divinité, et ce qui pourrait expliquer pourquoi Nika est autant lié au Haki des Rois. En effet, on le voit même avec Luffy. Quand on va avoir un Luffy qui va se transformer en Gear 5, à savoir sa forme Nika, il va libérer du Haki des Rois. Et ça, pour moi, c'est pas un détail au hasard, parce qu'on ne voit ça avec aucun autre fruit du démon. Du coup, pour moi, vraiment, l'essence de Nika, c'est surtout le Haki des Rois. C'est vraiment le plus puissant pour moi, Haki des Rois. C'était la personne qui le maîtrisait le mieux au monde. Et c'est peut-être à cause de ça que le point faible des démons est le Haki des Rois, parce que de base, c'est une technique divine. Vous me donnerez en commentaire votre avis par rapport à tout ça. En tout cas, ce n'est qu'une théorie, bien évidemment, mais je trouverais ça très intéressant pour le coup. Maintenant, on va parler des Mugiwara et du Haki des Rois. En effet, on va avoir Gaban qui va expliquer le Haki des Rois à Luffy par rapport au chevalier divin, et il va également regarder Zoro en lui disant: écoute-moi bien mon petit, limite, toi aussi tu peux utiliser le Haki des Rois, donc prends note de ce que je dis. Et Zoro, ce Golemon, n'avait même pas encore saisi qu'il pouvait l'utiliser, alors qu'il a utilisé contre Kaido et King, que Kaido lui a fait la réflexion, il a vu Luffy l'utiliser maintes et maintes fois, et ce Golemon ne savait même pas qu'il pouvait l'utiliser. Du coup, il s'est fait un petit peu engueuler par Gaban, et ça, je trouvais ça très cool, parce que d'habitude, c'est Zoro qui engueule les autres en leur disant: prenez conscience de votre rôle en fait. Là, on est dans un équipage de Yonko, faut prendre conscience de qui on est. Et personnellement, j'ai trouvé cette scène très cool et très marrante. Mais il y a aussi une scène par rapport à Sanji. En effet, nous on avait déjà théorisé, pour moi Sanji n'a pas le Haki des Rois et il ne l'aura pas. Et on voit encore une fois dans cette scène que quand Sanji veut se mettre en avant par rapport au Haki des Rois, en fait il est ignoré, il est même un petit peu ridiculisé. Donc pour moi ça pourrait laisser sous-entendre que Oda ne va pas lui donner le Haki des Rois. Après concrètement je peux pas voir dans le futur, donc ça voilà, je suis pas Katakuri, donc je peux pas savoir si vraiment il l'aura ou pas. Mais pour moi il ne l'aura pas, et encore une fois Sanji va faire la différence via sa génétique. Je le répéterai jamais assez, Luffy a utilisé le Haki des Rois quand il était dans des situations de détresse, que ce soit à Impel Down, Amazon Lily ou sur Marineford. Lui, Zoro, il a utilisé le Haki des Rois à Wano Kuni, encore une fois en situation de détresse, sauf que lui, Sanji, n'a pas eu encore de vraie situation de détresse. Est-ce que si il est dans une situation de détresse totale, il l'utilisera? À voir, mais pour moi, c'est surtout, là maintenant, il doit maîtriser ses gènes, il doit maîtriser son corps, parce qu'on le voit à cause du Germa, vu que c'est un petit peu le cyborg parfait. Vraiment, Sanji, aujourd'hui, est extrêmement puissant de nature. Donc on verra ça un petit peu au fur et à mesure. Vous donnerez également votre avis en commentaire par rapport à tout ça. On passe à la partie 2 les gars, c'est parti. Dans cette partie 2 on va parler de Loki et notamment de son innocence. Et là où c'est très intéressant, c'est que quand Loki va apprendre par exemple que Elbaf est en danger, il va vouloir à tout prix protéger Elbaf. Encore une fois, on l'avait théorisé depuis le début. Depuis le début, je vous avais dit que pour moi en tout cas, Loki était quelqu'un de bien, que Loki n'était pas le véritable antagoniste d'Elbaf. Et d'ailleurs, grâce à tout ça, on peut expliquer une scène. En effet, quand Loki a été libéré, il a tapé avec le Ragnir pour entre guillemets détruire Elbaf. Parce que oui, la faiblesse d'Elbaf, c'est les éclairs et le feu. Sauf que du coup, Loki a fait quoi? Il a mis un gros coup de marteau de dissuasion dans l'arbre d'Adam, le bois le plus résistant au monde. Donc il savait qu'il allait avoir absolument aucun dégât. C'était juste vraiment pour les dissuader, pour faire en sorte qu'ils le laissent en fait vaguer à ses occupations. Parce qu'en fait, pour moi, c'est littéralement comme si je disais: je fais une prise d'otage, au lieu de tirer sur des bâtiments ou sur les gens, je tire sur la tour Eiffel. Je tire sur littéralement le truc le plus solide de Paname. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Du coup, pour moi, c'était totalement fait exprès de la part de Loki. Et maintenant, on va également parler de quelque chose d'assez important. C'est
son flashback. Le passé de Loki a été révélé par rapport aux événements qui sont liés à Harald, etc. Pas en entièreté, mais on a eu une bonne partie et c'est trop intéressant. On apprend du coup que Loki est innocent, il n'a pas blessé Jarl, et également c'est pas lui qui a, j'ai envie de dire, tué Harald ou tué les géants de quoi que ce soit. Et j'ai envie de dire, dans cette scène-là, il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. Déjà, on va avoir des gens qui vont, entre guillemets, poignarder, empaler Harald, et pour moi, je vous le dis, c'est un rituel totalement démoniaque. En plus, également, on voit quelqu'un qui va aller chercher le fruit du démon d'Elbaf, en tout cas qui est devant la localisation du fruit du démon d'Elbaf, donc ça aussi c'est très intéressant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est d'apprendre que de base, Harald n'est absolument pas le gentil mec que tout le monde dit qu'il est, mais que de base c'était une grosse ordure. Et ça, encore une fois, on l'avait théorisé en disant que pour moi, l'antagoniste principal d'Elbaf, en tout cas, c'était vraiment Harald, et que l'histoire entre Harald et Loki, ce n'est absolument pas ce qu'on nous raconte. Et je vais vous donner pour moi ma version de l'histoire, donc préparez-vous à tout ça. Pour moi, oui, Harald était extrêmement puissant, il pouvait régner sur les mers, sauf que, on le sait, les géants quand ils vieillissent, ils perdent énormément en puissance. Par exemple, le frère d'armes de Jarl s'est fait littéralement one-shot par une Big Mom enfant. Donc pour moi, Jarl devenait de plus en plus faible, et surtout, il y a eu en fait l'émergence de nouveaux pirates, l'émergence de nouvelles grandes puissances, comme Roger ou les Rocks par exemple. Du coup, Harald n'avait plus aucun intérêt, j'ai envie de dire, à vouloir étendre sa volonté sur le monde, parce qu'il ne pouvait plus l'assumer après. Il était devenu beaucoup trop faible. Donc pour moi, le choix de devenir pacifiste, c'est pas dû à quelque chose où il a pris en maturité ou quoi que ce soit, c'est plus dû au fait que Harald a eu peur. Harald a eu peur parce qu'il s'est dit, si je continue à essayer de conquérir le monde, ça va me retomber dessus et aujourd'hui je pourrais rien faire face à eux. Du coup, pour moi, il a fait une alliance avec le gouvernement mondial en leur disant, du coup, on va être sous votre coupelle, je vais vous donner aussi potentiellement le trésor d'Elbaf et vous allez me rendre plus fort, vous allez me rendre en forme démoniaque en fait, vraiment vous allez me donner un power-up et je trouverais ça très intéressant. Par ailleurs, je pense aussi que c'est lui qui a dû inventer concrètement la légende comme quoi Loki était un prince maudit ou quoi que ce soit, il a inventé ça pour justement que les gens commencent à craindre Loki et que Loki soit un petit peu vu comme un outsider et pas apprécié du peuple des géants, pour que Loki en fait n'ait pas l'idée de se rebeller contre son père pour prendre sa place et siéger à sa place, parce qu'il savait que Loki, quand il allait grandir, il allait être aussi puissant, voire même plus puissant que lui à son âge, et qu'aujourd'hui il allait pouvoir rien faire contre lui. Du coup pour moi c'est ça la scène qu'on voit quand on a Loki qui va rentrer de force dans le château, c'est Harald qui était dans un rituel démoniaque pour devenir beaucoup plus puissant, et du coup en fait on a Loki qui l'a interrompu tout ça, et du coup Harald n'a pas atteint sa forme la plus parfaite. Loki a tabassé Harald et en même temps a dû manger le fruit du démon d'Elbaf et chasser le chevalier divin venu les récupérer, qui d'ailleurs pour moi devait être par exemple Garning. Je vois bien le chef des chevaliers divins faire une mission aussi importante. Et je le répète au cas où pour les personnes qui se posent la question, non, le fruit du démon d'Elbaf n'est pas l'ancêtre du Gomu Gomu no Mi ou quoi que ce soit. On sait que Shanks l'a intercepté à Khusru quand en fait Khusru était encore un membre du gouvernement mondial, et après une fois qu'il s'est fait intercepter par Shanks, il a été en prison. Donc bien évidemment que ce n'est pas le Nika Nika no Mi ou quoi que ce soit. Donc voilà, pour moi c'est un autre fruit. Pour moi c'est potentiellement le fruit de Surtur. Vous savez, c'est un petit peu le géant de magma qu'on voit dans Thor Ragnarok, parce que je me dis que ça doit être quelque chose lié à la destruction si c'est vraiment considéré comme étant dangereux, et celui qui va littéralement créer le Ragnarok, celui qui est le plus destructeur dans le Ragnarok, bah c'est Surtur. Celui qui représente littéralement la faiblesse d'Elbaf par excellence, c'est Surtur, un géant de magma qui peut causer le Ragnarok. Du coup je me dis que vraiment c'est ça le fruit interdit d'Elbaf. Du coup pour moi, après tout ça, Loki a mangé ce fruit là et Jarl avait deux choix. Soit il révélait au monde entier ce que en fait Harald était en train de devenir et ce que Harald avait vraiment en tête, ou soit il laisse l'image belle que les gens avaient d'Harald et par contre il remet tout sur le prince maudit, il remet tout sur Loki pour, j'ai envie de dire, pacifier les choses et également l'enfermer, pour faire en sorte que Loki ne déclenche pas le Ragnarok, parce que Loki avec son pouvoir de Surtur, il peut littéralement détruire Elbaf quand il veut. Vous me donnerez votre avis en commentaire par rapport à tout ça, mais pour moi ça reste quand même assez cohérent. Avant de passer à la partie 3, s'il vous plaît les gars, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Avec la chaleur, je peux pas vous le cacher que encore une fois c'est un peu difficile de tourner les vidéos. Moi je vous dis à la partie 3, c'est parti. Dans cette partie 3 on va parler de tous les autres détails présents dans ce chapitre là, et il y a pas mal de choses à dire mine de rien, notamment la scène assez drôle entre Shanks et Gaban qui sont dans le bain. Bon déjà il y a le premier élément qui est assez drôle, c'est on a Shanks qui allait révéler des choses de Gaban à sa femme, et moi je vous le dis, Gaban comme Sanji était un gros charreau, et c'est ce que Shanks allait dire à Ripley. Du coup franchement ça aurait été beaucoup trop drôle et j'ai beaucoup aimé cette scène là, mais par contre dans cette scène là il y a un détail qui est passé un petit peu inaperçu je pense. Shanks dit bien qu'il est retourné à Marie-Joise, que là-bas il a vu Harald parce que c'était la rêverie, donc ça montre bien qu'il y avait une grosse alliance entre le gouvernement mondial et les géants, et ça montre bien que Shanks n'est pas retourné à Marie-Joise au moment où il dit ouais je dois vous parler d'un certain pirate, mais il y est retourné bien avant, et c'est de ça que parlait Shamrock quand Shamrock dit non Shanks on l'a déjà revu sur les Terres Saintes et il préfère vivre entre guillemets parmi les gueux et voguer à sa vie de pirate. Donc franchement je trouve ça très très cool, parce que mine de rien on dirait qu'il y a quand même un certain respect de Shanks envers sa famille, même
même si ce n'est que sa famille de sang, il y a quand même un certain respect on dirait. Vous me donnerez en commentaire votre avis par rapport à tout ça. Le deuxième détail extrêmement important, c'est par rapport à Chebek. Loki nous dit que le gouvernement mondial a tué Chebek, et pour moi c'est clair et net que ce qui s'est passé à Lulusia a dû également se passer avant sur God Valley. Ymue a rasé God Valley de la carte parce que potentiellement Chebek avait appris trop de choses. On sait que sur God Valley par exemple il y avait des ressources vraiment extrêmement précieuses, potentiellement liées au siècle oublié aussi, et peut-être des ressources peut-être plus historiques que vraiment des choses fonctionnelles ou quoi que ce soit. Chebek a dû apprendre trop de choses, Ymue a dû être révélé et a dû détruire cette île là, et Chebek soit est mort de ça, soit c'est vraiment réfugié dans le Yami Yami no Mi, a sacrifié son corps mais a réfugié une partie de son âme, qui permet par exemple à Barbe Noire d'avoir plusieurs âmes et plusieurs fruits du démon. Vous me donnerez votre avis en commentaire par rapport à tout ça, mais il y a de toute façon dans tous les cas 2 vidéos sur la chaîne qui expliquent le tout. Et enfin pour finir les détails, on a des détails sur les géants. Déjà on sait que Harald a 45 ans, pour nous ça fait comme s'il avait 15 ans. Du coup est-ce que l'âge des géants doit être divisé par 3 à chaque fois? C'est un détail assez intéressant mine de rien, mais il y a également la ressemblance franchement de Harald et Kaido. Déjà Harald de vieux il ressemble vraiment à Kaido vieux, mais vraiment Harald de jeune il a la même gueule que Kaido jeune. Pour moi les gars je vous le dis, c'est totalement possible que Harald ait eu un enfant quand il a fait sa conquête etc avec l'équipage géant, a eu un enfant avec potentiellement une membre de la famille des Oni, hein, peut-être un géant du hybride ou quoi que ce soit, et du coup ça a donné Kaido. Sauf que Harald a dû partir, a dû laisser son enfant derrière lui, et encore une fois lui c'était une ordure, lui il s'en foutait, lui tout ce qui comptait pour lui c'était la domination et faire en sorte que lui soit le dieu des humains, soit le dieu de toutes choses. Donc vous me donnerez en commentaire votre avis par rapport à tout ça. En tout cas franchement les gars le chapitre était très cool, j'ai hâte de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. N'hésitez pas à liker, à commenter, donnez-moi votre avis avec respect. Et oui, petit point juste avant de finir tout ça, j'ai fait 2 shorts, un short concernant le Haki des Rois de Zoro et un concernant le Haki des Rois de Sanji, et les personnes qui à chaque fois ne sont pas d'accord avec vous et disent si t'es pas d'accord avec moi limite tu ne connais rien en One Piece, vous êtes extrêmement toxique. Encore une fois on a le droit d'avoir un avis différent, il y a plusieurs lectures dans le monde de One Piece, si ce n'est pas factuel et écrit noir sur blanc, laissez les gens interpréter comme ils le souhaitent. Vraiment juste le message que je voulais vous donner aujourd'hui. One Piece c'est un manga sur la liberté, et malheureusement beaucoup de gens qui lisent One Piece, qui aiment One Piece, sont absolument liberticides et ne comprennent même pas l'essentiel du message de One Piece, à savoir la liberté. Tout le monde peut avoir son opinion, il faut quand même le respecter, un point c'est tout. Donc voilà, donnez-moi votre avis en commentaire, likez, abonnez-vous, salut tout le monde.